Bonjour à toutes et à tous. On est de nouveau ensemble pour Le Monde d'après, le festival dématérialisé du Salon du Livre d'Arras, Salon du Livre d'expression sociale et de critique populaire, ou d'expression populaire et critique sociale, je pense plutôt. Et aujourd'hui, on est avec Benoît de la Quadrature du Net. Alors, bonjour Benoît, ça va? Bonjour, très bien. Super. Et alors, est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ce qu'est la Quadrature du Net, depuis quand ça existe, un peu l'histoire, et puis en fait, quels sont les objets et les sujets que vous portez, voilà. Alors, la Quadrature du Net, c'est une association qui existe depuis 2008, donc ça fait 12 ans cette année, qui a été créée à l'origine dans cette grande période de la Hadopi, bon, et du paquet télécom aussi, mais qui est moins connu au niveau européen, mais en France, c'est Hadopi, qui a poussé un certain nombre de militants à se réunir et à créer cette force de frappe médiatique pour expliquer aux parlementaires que Hadopi, c'était mal réfléchir le problème du droit d'auteur sur Internet, qu'ils ne comprenaient pas Internet, l'échange, ce que c'était qu'une copie numérique. Ils appelaient tout ça du vol à l'époque. Et puis nous, on leur expliquait que c'était pas du vol puisqu'il n'y avait pas de disparition d'objets. C'est une copie non autorisée, mais c'était certainement pas du vol. Et donc, c'était pas seulement un problème de vocabulaire, c'était vraiment un problème de compréhension de ce que c'était que l'esprit du numérique et de ce qui s'y passait. Voilà, et donc ça s'est appelé la quadrature du net parce que c'est la question de faire rentrer les sujets numériques dans la politique, où c'est un peu la quadrature du cercle, c'est arriver à le faire rentrer, c'est compliqué, c'est un rapport assez compliqué. Donc cette association s'est créée autour de cette idée-là. Tout au long de l'histoire de la quadrature, un certain nombre de sujets se sont présentés, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, sur les sujets de la surveillance de masse en général, dont on a en particulier parlé au moment des attentats, hein, puisque les velléités des États de mettre en place des systèmes de surveillance généralisés n'ont jamais été aussi importants qu'à ces moments-là, avec l'installation de boîtes noires, par exemple, sur Internet, où on en avait beaucoup parlé à l'époque, mais aussi le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire le fait d'agréger de la donnée sur les utilisateurs pour arriver à leur vendre de la publicité, donc à les catégoriser, à les mettre dans des petites boîtes pour les définir, à savoir que vous êtes ingénieur entre 30 et 40 ans, achetant tel type de matériel, achetant machin, et donc on va pouvoir vous vendre ça. C'est ce que font Google, Facebook et d'autres boîtes comme ça, mais aussi on a des champions en France qui sont beaucoup moins connus, qui font beaucoup ça. Et voilà, tout ça, toute cette surveillance et des trackers partout dans les pages web et autres, uniquement dans l'objectif de vendre de la publicité. Et c'est un peu sur ces outils-là, qui est d'ailleurs un peu l'argument habituel, hein, puisque vous donnez autant d'informations à Google et Facebook, pourquoi vous méfiez des informations qui seraient données au gouvernement, aux différents gouvernements. Et donc, c'est un peu un second visage de la surveillance que celle des gouvernements, qui se basent sur celle de ces grosses entreprises pour aller récupérer de la donnée en faisant par exemple des partenariats avec ces boîtes. Voilà, on travaille aussi sur la question des données personnelles. On a beaucoup participé à la rédaction du RGPD, donc le Règlement général à la protection des données, donc au niveau européen, qui s'applique depuis 2 ans à l'ensemble de l'espace européen. Donc là, c'est pareil, hein, on poussait un peu dans le sens de la protection des données parce que c'est un sujet extrêmement sensible, le fait de pouvoir conserver ces données. Ça fait partie de la question de la surveillance d'ailleurs. On a eu la chance d'avoir Edward Snowden qui sorte ces informations pendant les négociations et qui nous a permis de pousser des arguments visant à la protection de la vie privée dans le texte, et donc d'avoir un texte plutôt protecteur. Même s'il a un certain nombre de failles, il est quand même plutôt protecteur. Voilà, donc comme je disais, le droit d'auteur aussi dans l'espace numérique, c'est un sujet important. La neutralité du net et donc tout ce qui est réseau Internet lui-même, tout ce qui est technique. Donc la neutralité du net est un de ces sujets-là les plus importants, hein, qui vise
à permettre à tout paquet numérique transmis sur le réseau d'être géré de la même manière, quelle que soit la personne qui l'émet ou le service qui l'émet et la personne ou le service qui le reçoit. Voilà, et ça c'est très important pour permettre que Internet soit encore une zone d'innovation, de communication, et pas, comme on entend régulièrement, un espace qu'on va découper en petits morceaux où vous allez acheter la possibilité de faire de la vidéoconférence, acheter la possibilité d'accéder à vos emails, etc., etc., mais juste un fournisseur de tuyaux. Voilà, c'est un fournisseur de tuyaux Internet. Et ce qu'on va faire passer par le tuyau, en fait, c'est absolument ce qu'on veut. Ce qui permet aussi de s'auto-héberger, par exemple, donc d'avoir ses emails chez soi et non pas chez des fournisseurs autres. Bon, c'est toujours très compliqué les emails, donc je ne conseillerais pas à quelqu'un qui ne sait pas faire. Mais un site web, par exemple, peut très facilement être chez soi, et c'est quelque chose qu'on essaye de régulièrement rappeler, qu'Internet, c'est fait avec une égalité de traitement presque totale entre tous les ordinateurs qui sont en bout de réseau. Donc votre box, finalement, qui vous amène Internet, a le même rôle que Google aussi de l'autre côté. Vous pourriez très bien créer un moteur de recherche chez vous qui s'appellerait autrement et puis qui fournirait le même service. À un moment, quand vous auriez du succès, il faudrait quand même acheter des plus gros tuyaux. Mais finalement, vous pouvez faire passer exactement la même chose. C'est un peu, alors la donne a un peu changé, les gens sont moins aperçus ces dernières années parce qu'ils ont l'habitude de passer par toujours les mêmes services. Et d'ailleurs, il y a une conférence qui est très connue sur le sujet de Benjamin Bayard, qui est Internet ou Minitel 2.0, qui rappelle que si on commence à donner de plus en plus de pouvoir à ces fournisseurs de services-là, on revient au système du Minitel, où tout est centralisé et où en fait vous avez les petits qui ont moins de puissance d'un côté et les énormes qui ont tout pouvoir de l'autre. Et donc il y a des risques après, par exemple, Gmail peut très bien, avec la puissance qu'a Google à travers Gmail, modifier ce que c'est qu'un email. Et donc le protocole email, qui est un des plus vieux protocoles qui est sur Internet, en disant bah, finalement nous ça nous plaît plus trop, le mail on va le faire autrement, et puis ils ont une telle masse de gens qui sont chez eux que bah, ça va être aux autres de changer et non pas à Google de s'adapter sur le protocole mail. Voilà, et donc et peut-être même demain fermer Gmail et ne faire n'accepter que des emails entre gens de Gmail. Donc ça c'est un peu le risque, et donc on essaie de le rappeler régulièrement, qui est très important de donner vie à cette possibilité, à cette capacité d'Internet d'être voilà, de rester un simple tuyau entre des fournisseurs de services et des utilisateurs, sachant que les utilisateurs peuvent aussi être fournisseurs de services. Voilà, on parle aussi de liberté d'expression hein, sur Internet. On en a parlé assez récemment. Donc, il y a 2 ans, la loi Fake News. Il y a l'année dernière, la loi N, dont on a parlé, où le gouvernement essaye de définir ce qui est autorisé ou pas à dire sur Internet. En particulier, ces derniers temps, en laissant la bride au cou des grandes plateformes. Donc, on reparle encore, hein, YouTube, Facebook. On va leur demander de faire eux-mêmes le travail, de dire ce qui est acceptable ou pas à dire sur Internet. Nous, on dit, on le répète, hein, c'est le travail d'une police de faire ça. Et ce qui manque, c'est des gens spécialisés là-dedans, une police efficace et une justice efficace. Et aujourd'hui, si il y a beaucoup d'efforts mis par le gouvernement dans déporter cette police vers les grandes plateformes, particulièrement américaines, c'est parce qu'ils ne veulent pas investir dans la justice et dans la police, dans des services qui seraient spécialisés dans le numérique. Ce qu'on voit, hein, la justice met énormément de temps et c'est les arguments qu'on nous oppose en disant ah bah oui, mais la justice, elle met trop longtemps à réagir. Or, il faut réagir très très vite, donc c'est très bien que ce soit les grandes plateformes. C'est ça qu'il faut remettre en cause et c'est là où on est là pour rappeler que la liberté d'expression ne doit pas être mise entre les mains d'acteurs dont le rôle est de nous vendre de la publicité en réalité et pas d'être des entités étatiques qui doivent faire respecter la loi. Enfin, c'est totalement différent, les objectifs sont vraiment complètement différents, donc ça n'a aucun sens de faire ça.
Voilà, et puis peut-être quelque chose qui te parlera plus, qui sont tout ce qui est accessibilité du numérique. Hein, on travaille aussi un peu sur ces sujets-là. Donc tout ce qui est service public, l'accès aux services publics, on a souvent le sujet de la numérisation des services publics, de dire que c'est pas l'outil numérique est pratique, mais si c'est pour permettre uniquement une baisse des effectifs et forcer les utilisateurs à passer par des outils numériques plus ou moins bien conçus, en oubliant tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ont des difficultés à accéder à ces outils-là, ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on mette en exergue en disant que c'est pas acceptable. L'outil numérique doit être un outil facilitateur et non pas un outil pour forcer les gens à passer par lui pour accéder à un service. Voire même en laisser sur le bas-côté parce qu'ils ne vont pas être capables d'y accéder. Ça fait rentre là-dedans tout le sujet des dark patterns, donc c'est-à-dire la conception d'outils ou de sites web qui visent à forcer les gens dans certaines actions. Voilà, c'est une manière de préparer des applications ou des sites web pour que les gens aillent dans un certain sens qui nous intéresse. Par exemple, accepter de donner l'accès à leurs données personnelles, donc aller à l'encontre du RGPD, hein, c'est-à-dire forcer les gens à donner ces données personnelles parce qu'il y aura un gros bouton rouge en disant j'accepte et un petit bouton gris sur fond gris en disant je refuse. Ça, c'est un dark pattern. Mais il y a d'autres dark patterns aussi dont on parle souvent sur les questions justement du capitalisme de surveillance, qui est de forcer les gens alors les forcer, on n'est jamais vraiment forcé, mais disons, il y a toute une réflexion psychologique derrière pour garder les gens le plus longtemps possible sur les plateformes en faisant défiler, par exemple, de manière permanente, des nouvelles news, engager les gens en mettant des news choquantes, par exemple, en avant. Voilà, et donc ça, ce sont des dark patterns visant à forcer les gens à rester le plus longtemps possible sur les plateformes, regarder des petits chats, jouer, etc., etc. Qui sont utilisés soit pour permettre aux gens forcer les gens à donner leurs données personnelles ou à rester le plus longtemps pour se faire afficher de la publicité le plus longtemps possible. Mais voilà, il y a tout un tas de cas dans lesquels ça peut être utilisé. Voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour. Ouais, c'est pas mal en fait. On a une belle photographie quand même de toute l'activité de la Quadrature. Et donc justement, ouais, tu parlais de police notamment. Et là, dans le contexte actuel, ce qui est assez, ce qui me semble intéressant en fait, en tout cas, à voir l'avis de la Quadrature, c'est sur cette application Stop Covid qui avait été demandée à être mise en débat par le gouvernement, notamment pour tracer et suivre à peu près les individus, les citoyens en fait qui étaient sains ou pas, et puis voir en fait si c'était une stratégie de déconfinement possible ou pas. Je vais te laisser en parler un peu. Je pense que c'est mieux pour moi. Oui. Alors le premier sujet sur Stop Covid, c'est vraiment le sujet de l'efficacité de cet outil-là. En fait, il y a plein de. On a fait une liste. On a fait une liste dans un article sur le site web de la Quadrature qui explique tous les problèmes qui sont liés à cette application-là. Le fait que en fait le résultat qui va être apporté par cette application, qui vise en effet à tracer les contacts qu'on aurait eus dans les 14 derniers jours avant qu'on déclare éventuellement notre positivité au test de détection du Covid-19. En fait, il y a beaucoup de problèmes sociaux liés à l'usage de cet outil. Il y a énormément de problèmes médicaux. C'est de quelle manière on est contaminé? Est-ce qu'un algorithme peut définir qu'on va être réellement contaminé au croisement d'une personne ou pas? Si vous croisez juste une personne dans la rue, est-ce qu'il y a vraiment un risque médical d'être contaminé? Est-ce que si vous êtes dos à cette personne, par exemple, vous allez être contaminé? L'application ne le saura jamais si vous êtes dos à elle, ou si vous la croisez, ou si elle tousse au moment où elle vous croise. Voilà, donc il y a des questions médicales. Qu'est-ce qu'un moment de contamination? Il va falloir transformer ça en algorithme. Donc ça, c'est un peu touchy, de transformer en algorithme un phénomène de contamination.
Alors, on peut dire on prend tout le monde, on prend tous les gens qui vont être croisés, quelle que soit la distance, parce qu'après il y a les questions techniques, qui est aussi problématique, hein, l'usage du Bluetooth qui n'est pas du tout prévu pour mesurer une distance, mais vous pouvez éventuellement, dans un certain nombre dans certaines versions, récupérer un niveau de captation des autres antennes. Donc vous pouvez en déduire que la personne est loin ou proche, mais c'est à peu près tout. Et ça dépend de plein de paramètres. Hein. Si vous êtes en appartement, par exemple, peut-être que je vais capter de manière proche la personne qui est de l'autre côté du mur. Bah, là, le Bluetooth, il va le savoir, surtout si c'est des murs en placo. Mais voilà, enfin, quelqu'un qui est derrière une vitrine, par exemple, une vitre, bah, on va pas se contaminer, mais le Bluetooth va le détecter quand même. En champ libre, bah, le Bluetooth peut aller très loin et considérer que les gens qui sont loin, bah, en fait, il n'y a pas de difficulté à les atteindre puisqu'on est en champ libre, alors qu'en ville, avec des murs et tout, c'est plus compliqué. Donc, techniquement, médicalement, socialement parlant, cette application pose énormément de questions sur l'efficacité qu'elle pourrait avoir. Je rappelle, c'est 77% de la population qui utilise un smartphone aujourd'hui. Et on n'en a pas extrait tous les gens qui n'ont pas la version du Bluetooth qu'il faudrait pour être compatible avec cette application. On sait aussi que les personnes âgées sont les cibles privilégiées du virus, en l'occurrence de ces formes graves. Et pourtant, cette population est assez peu dotée de smartphones, donc il n'y a encore pas cette population qu'on va protéger avec ce type d'application. Donc, il y a énormément de choses qu'on a relevées qui posaient problème dans l'usage d'une telle application. D'ailleurs, l'INRIA, qui est chargé de sa conception, a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'appli, qui ont sorti un site web qui rappelle tous les problèmes liés à cette application, tous les risques sur la vie privée liés à cette application et à l'usage de cette application, sans même avoir à casser le protocole ou autre, hein, juste le principe même de cette application pourrait permettre à des gens de savoir si vous êtes malade ou pas, de savoir si dans l'immeuble il y a quelqu'un qui est malade ou pas, en posant un téléphone au bon moment, au bon endroit, etc. Ils ont fait toute une étude de cas, je crois qu'il y a 13 cas qu'ils ont relevé qui permet de montrer certains types de problèmes qui pourraient survenir avec ce type d'application. Voilà, donc notre conclusion a été les risques liés à l'usage de cette application, qui sont des atteintes à la vie privée, des atteintes à une habitude qui pourrait être donnée à la population sur l'usage d'applications de contrôle de ce type-là. Alors, même si celle-là a été absolument bien réalisée, protégeant la vie privée au maximum et tout, la question est de laisser penser et de laisser l'idée germer dans la tête de la population qu'une application numérique de suivi qu'on va mettre dans son smartphone peut aider à améliorer leur sécurité. Ça, c'est quelque chose contre lequel on peut absolument lutter parce que demain, ça pourra être un tout autre type d'application qu'on essaie de mettre en place, ou le gouvernement essaie de mettre en place. C'est un risque élevé. Alors évidemment, il y a le risque de faire évoluer cette application-là dans un autre usage, c'est-à-dire que les gens continuent à l'utiliser. Une fois qu'ils l'ont installée, ils la laissent. Et puis qu'elle évolue au fur et à mesure du temps et se transforme en autre chose. Mais il y a aussi cette idée rémanente qu'une application peut être un outil d'aide à l'amélioration de la sécurité et que chacun, nous, on pourrait être une aide au gouvernement pour maintenir en sécurité la population. Et ça, c'est un risque qu'on considère assez élevé aujourd'hui. Et l'augmentation de l'acceptabilité, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans tout ce qui est le domaine de surveillance. La surveillance par l'État, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment démocratique. Hein. Toute cette question de surveillance, c'est basé sur une notion d'acceptabilité. La reconnaissance faciale, la reconnaissance biométrique, sur laquelle on travaille depuis quelques temps dans une campagne qu'on appelle Technopolis depuis septembre 2019, dans laquelle on travaille beaucoup, en fait, nous montre que les autorités, les forces de l'ordre, travaillent beaucoup sur la question de l'acceptabilité pour amener la population à accepter du mieux possible la présence d'outils de surveillance. On a déjà les caméras de vidéosurveillance qui ont été largement acceptées ces 20 dernières années, hein, en particulier depuis les attentats du World Trade Center. On a une augmentation énorme du nombre de caméras de vidéosurveillance dans le pays.
qui est lié aussi aux technologies, hein, mais qui est aussi lié à un phénomène politique. Sarkozy, je rappelle, avait prévu, je crois quand il était ministre de l'Intérieur, avait prévu un financement de 50% par l'État des caméras de surveillance installées par les collectivités locales pendant la période où il était Premier ministre. Donc voilà, il y a une volonté politique de mettre en place ce type d'outils de surveillance et des outils qui sont vraiment des outils de surveillance ultimes parce que vous ne savez pas vraiment que vous êtes scruté quand vous avez une caméra de surveillance. Donc vous laissez cette surveillance se faire. Et on a aujourd'hui des technologies vraiment poussées de reconnaissance biométrique, alors faciale entre autres, mais il y a d'autres types de reconnaissance biométrique, hein, la démarche par exemple, qui permettent d'avoir accès à beaucoup d'autres données, hein, qui permettent d'avoir accès à des données de comportement, essayer d'analyser votre comportement, d'analyser ce que vous faites, qui vous rencontrez par exemple, puisque une fois que vous êtes dans une base de données type TES ou je sais plus comment s'appelle cette base de données des antécédents judiciaires, la base de données en fait, des antécédents judiciaires, la TAJ, vous avez, la police a la possibilité d'aller comparer le visage qu'elle va avoir sur une caméra avec cette base de données, donc savoir qui vous êtes, qui vous rencontrez, etc., etc. Et donc, on n'a même plus besoin de conserver des téraoctets de données vidéo, mais on peut se contenter de conserver uniquement des données techniques, de savoir qu'à tel endroit, telle personne était, qu'elle a parlé avec telle personne, qu'elle est rentrée dans tel magasin, etc., etc. Et ces informations-là, tant qu'on n'y touche pas, finalement, c'est pas si important que ça. On peut très bien dire que le fait que vous soyez rentré dans un magasin pose pas de problème. Mais en fait, vous ne savez jamais, et c'est le cas pour toutes les données. Et donc, c'est un problème d'accumulation de données. Et ces histoires de reconnaissance biométrique sont des données supplémentaires rajoutées encore aux données qui étaient déjà enregistrées. C'est que vous ne savez jamais à quoi vont être utilisées ces données et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire dire éventuellement contre vous. Le magasin dans lequel vous serez rentré, c'est peut-être un magasin dans lequel est rentré 5 minutes plus tôt quelqu'un qui est recherché par la police et vous allez vous retrouver sous le feu de l'enquête parce que on sait que vous êtes rentré dans ce magasin aussi et puis on va essayer de voir, de chercher qu'est-ce que vous avez bien pu faire, vous avez rencontré d'autres gens bizarres ou autres. Et puis voilà, vous allez vous retrouver éventuellement au commissariat, à essayer de vous expliquer, puis à expliquer après à vos enfants, à votre épouse, pourquoi vous avez été convoqué, etc., etc. Et tout ça, en fait, ne devrait pas avoir lieu. Ces informations ne devraient pas être accumulées. Voilà, le fait de scruter autant la population, en fait, ne devrait pas être possible. Un État ne doit pas considérer sa population comme étant un délinquant en puissance. Très bien, effectivement. Merci beaucoup, Chloridric. On va suspendre la conversation là. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il y a beaucoup de choses encore à dire. C'est très, très riche. En fait, c'est un sujet qui est tant effrayant que passionnant. Et donc, on continuera cette discussion samedi à 14 h, donc samedi 2 mai, sur la plateforme du Monde d'après. Donc, avec Chloridric, avec Benoît, avec Cédric, avec Christophe et Adrien pour une table ronde à 14 h. Merci beaucoup, Benoît, et à samedi. À samedi alors.